Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vers une famille heureuse, cette émission qui vise à cheminer avec vous tout au long de ce chemin du développement et de l'épanouissement de la famille musulmane. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui peut être peut-être en contradiction avec ce développement harmonieux, étant donné que nous allons parler de la séparation. Malheureusement, ce sont des situations qui arrivent et qui peuvent toucher l'enfant aussi bien que les parents. Nous allons aujourd'hui essayer de voir comment, tout en se séparant, tout en divorçant, les parents peuvent continuer à veiller au bien-être de leur enfant. Pour ceci, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau le directeur de l'Institut Usul al-Din à Paris, cher Hicham El Arafa. Frère Hicham, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc effectivement, nous l'avons vu, la séparation est possible, même si nous avons pris toutes les mesures possibles et inimaginables lors de la rencontre, lors du mariage, au cours du mariage, au cours de la vie de couple. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que tout se passe bien. Et pourtant, à un moment donné, voilà, la séparation est là. C'est un fait, maintenant il faut faire avec. Comment gérer cette situation par rapport à l'enfant? Comment lui expliquer cette séparation? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Alors, effectivement, malgré toutes les précautions, cette issue peut être un aboutissement d'un mariage et malheureusement aujourd'hui autour de nous c'est une issue qui est très fréquente et elle charrie avec elle un certain nombre de complications et particulièrement celles qui se rapportent à l'enfant, la place de l'enfant, comment lui il va vivre cette coupure-là. Même lorsque les parents arrivent à se séparer d'une manière correcte, à l'amiable, pour l'enfant c'est toujours difficile de réaliser ou de comprendre, surtout s'il est en bas âge. C'est difficile de lui expliquer. Je pense que ce qui est plus peut-être qui peut affecter le plus l'enfant, c'est pas le fait de comprendre ou non comment les choses s'étaient produites. C'est beaucoup plus que l'explication. C'est ce qu'il va voir, ce qu'il va observer chez ses parents, les attitudes qu'ils vont avoir l'un vis-à-vis de l'autre, comment ils parlent entre eux lorsqu'ils se trouvent ensemble, comment ils parlent d'eux devant lui, en absence de l'autre. Ces petits détails-là vont être peut-être plus marquants dans l'esprit de l'enfant. Et donc, quelle que soit l'explication qu'on va donner, on peut dire à l'enfant d'une manière un peu simple, bon, malheureusement, on va se quitter, moi et ta maman, mais tu restes mon fils, tu es son fils, elle est ta maman, je suis ton papa. On va se voir régulièrement, tu vas rester à tel endroit, etc. Mais, bref, donc on peut lui expliquer les choses d'une manière un peu simple. Et adaptée surtout à son âge. À son âge, exactement, parce que c'est surtout ça qui va déterminer la dose d'information et d'explication qu'on va lui donner. Et excusez-moi, à ce sujet-là, justement, est-ce que par exemple, un adolescent, 14-15 ans, est-ce qu'effectivement on lui donne beaucoup plus d'informations ou on reste quand même assez évasif pour ne pas justement mettre à nu la vie de couple? On lui donne les informations nécessaires pour comprendre et qui surtout dédramatise la situation, qui lui présente comme étant un sort, une situation qui est arrivée. C'est un peu, on peut comparer ça à des événements qui arrivent dans la vie, un accident qu'on fait en voiture et puis malheureusement on sort avec quelques fractures. Heureusement qu'on est encore en vie. Donc on peut présenter les choses avec des comparaisons comme ça
Les détails, surtout de ce qui a amené les deux adultes à se séparer, ça ne sert absolument à rien de remplir le cerveau de l'enfant avec ça, surtout à cet âge-là. Surtout que si on rentre dans cette logique-là, il va y avoir des versions, qui a tort, qui a raison, etc. Et donc, ce n'est pas utile du tout. Le plus important, c'est de donner l'information à l'enfant, de lui donner un minimum d'explications qui dédramatise la situation, qui lui permet d'admettre que c'est quelque chose qui est négatif, mais qui peut arriver. Alhamdulillah que c'est arrivé comme ça aurait pu... Alhamdulillah que c'est pas plus mal que ça, que c'est pas plus grave que ça. Et puis on passe à autre chose, moi je pense. Ouais. On ne va pas s'éterniser sur, sur le discours. Le fait lui-même. Ouais. Après, on va vers l'après. Alors justement, cet après, comment le gérer? Notamment des questions très, très basiques. L'enfant va devoir vivre soit chez le père, soit chez la mère, soit en alternance. Comment gérer justement cette alternance? Alors, il y a une chose qui est importante, moi je pense, à connaître, à réaliser par les parents musulmans. Même si dans la situation de séparation et de divorce, généralement, on est moins enclin à écouter la voix ni de la raison, ni de la sagesse, ni de la foi, des fois, parce que c'est plutôt Shaitan qui prend le dessus sur l'être humain et qui l'oriente comme il veut. C'est bien d'ailleurs de rappeler cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous décrit une scène à laquelle on ne peut pas avoir accès et qu'on ne saura jamais sans cette voie-là de la révélation, lorsqu'il nous dit que Satan réunit régulièrement ceux qui travaillent pour lui, d'autres démons qui sont à son service. Et il leur demande comme des comptes rendus de chacun ce qu'il a fait. Et donc ceux qui lui disent que voilà, moi j'ai réussi à amener quelqu'un à commettre la fornication, arrêter la prière, boire du vin, etc., pour lui c'est des banalités. Celui qu'il apprécie le plus parmi eux, c'est celui qui vient lui dire, moi je suis arrivé à faire exploser une famille et à séparer un couple. Et tellement il apprécie son travail qu'il le rapproche de lui, comme s'il lui donne, il le monte en grade. C'est pour dire que c'est quelque chose qui plaît à ce point à cet être-là, Satan, et donc forcément c'est ce qui déplaît le plus à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les conséquences sont très graves. Effectivement, ces conséquences au niveau de l'un et de l'autre, et surtout des enfants qui sont derrière, c'est ça le plus grave. C'est important que malgré le fait que cette expérience de vie de couple est arrivée là, que les parents restent conscients d'une chose, c'est que cet enfant, il leur appartient les deux. Et qu'il n'y a pas un qui a plus de droit dessus que l'autre. Et que si, par exemple, aujourd'hui, pour des raisons organisationnelles en quelque sorte, le droit de garde se déroule de cette manière-là, c'est que c'est la maman qui généralement prend le droit de garde sur l'enfant, sachant, entre parenthèses, que c'est ça aussi la position de l'islam depuis 14 siècles. Alors justement, oui, par rapport à ça, l'enfant, quel que soit son âge, reste systématiquement avec la mère en islam? Surtout en bas âge, sauf s'il a l'âge de... Dès qu'il atteint l'âge du discernement, il sait distinguer, eh bien on lui donne le choix. C'est lui qui va choisir en fait avec qui il reste, en droit musulman. Et d'ailleurs, dans cette démarche-là, on voit c'est quoi l'esprit de l'islam en la matière. C'est-à-dire que maintenant, le couple, il appartient au passé. Qu'est-ce qu'il faut gérer en priorité? Eh bien, c'est l'enfant. Donc, c'est son intérêt qui doit primer et qui doit passer avant tout.
et on doit voir qu'est-ce qui sert le mieux l'intérêt de l'enfant. Donc quand il est en bas âge, la personne la mieux placée pour s'en occuper, c'est sa maman, et donc c'est à elle que revient par défaut le droit de garde. L'autre partie du besoin de l'enfant, c'est une partie d'ordre financier. Oui. Et elle incombe par défaut au mari, sauf si il ne travaille pas ou je ne parle pas de cas exceptionnels, de cas particuliers. Mais sinon, c'est ça comment les choses se gèrent aussi du point de vue islamique. Mais même, alors une différence par exemple entre le droit de garde en droit musulman et en droit français, c'est que en droit musulman, l'enfant, il est chez sa mère. Mais il peut aller quand il veut, lui, voir son père, et le père peut venir le voir quand il veut, pour le temps qu'il veut. Il ne le prend pas chez lui. Il peut le prendre pour aller se promener avec lui à un moment, etc., mais il ne va pas s'installer avec lui. Non, il va rester encore avec sa maman. Mais il n'y a pas cette nécessité de... Il passe une semaine et puis il est un week-end avec son père. Non. Un week-end sur deux en général. Non, on laisse la possibilité que le lien de l'enfant, que les liens de l'enfant avec l'un et l'autre soient équilibrés, pour ne pas créer une sorte de déséquilibre dans la relation de l'enfant avec entre sa mère et son père. Donc, a priori, c'est de cette façon-là que la relation se fasse. Oui. C'est-à-dire qu'on doit privilégier l'intérêt de l'enfant. Et s'il veut, quand il veut, au lieu de se mettre presque automatiquement dans un mode guerre, et qu'on essaie de retenir l'enfant, de l'empêcher, au lieu d'adopter cette attitude-là, le mieux pour l'enfant et le mieux aussi pour les parents, c'est d'adopter une attitude ouverte. C'est normal que dès qu'on se met à tirer la couverture, à vouloir son droit, entre guillemets, à 1000% ou à 100%, c'est automatique qu'on mette l'autre aussi dans la même logique. Oui. Et donc on se trouve au millimètre près. Là, il a dépassé d'un quart d'heure ou elle a dépassé d'un quart d'heure, donc c'est pas normal. Or, la relation, comme j'ai dit, et pour l'enfant, ça ne mérite pas cette façon-là de lui montrer une tension et aussi ridicule des fois que ça. Veiller sur l'intérêt de l'enfant, je pense que ça doit être le souci d'une mère qui cherche le bien de son fils ou de sa fille, de son enfant, et ça doit être le souci de son père, d'un père, si le bonheur, l'équilibre et l'épanouissement de son fils priment pour lui. C'est la priorité. Voilà, exactement. Effectivement, donc, certes, les séparations peuvent arriver, mais à ce moment-là, ne plus penser au passé, ne plus penser à la vie de couple qui s'est éteinte, mais penser à l'enfant, aux fruits de ce couple qui a vécu, comment l'aider à continuer à se développer de la façon la plus harmonieuse. Vous nous avez donné quelques pistes de réflexion, encore beaucoup à dire au divorce, la fin de la vie de couple, comment la gérer toujours dans l'optique de meilleur épanouissement de l'enfant. Pour ceci, j'ai le plaisir de retrouver cher Hicham El Arafa. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau pour cette deuxième partie d'émission. Nous avons vu effectivement en première partie qu'il était nécessaire de garder en tête le bien-être de l'enfant, son épanouissement et comment le préserver justement de cette situation qui est maintenant passée et se concentrer sur l'avenir, sur cet enfant. Avez-vous d'autres conseils à nous prodiguer pour éviter que l'enfant soit atteint par cette séparation ? Toujours dans cet esprit-là, bien sûr, il faut éviter tout ce qui est de nature à créer des sortes de cassures dans l'esprit de l'enfant. Vous savez, c'est presque systématique quand un couple se sépare et que l'enfant reste comme ça, comme un ballon de ping-pong entre les deux, même d'une manière
apparemment calme, c'est-à-dire il est chez sa mère, il va rendre visite à son père, eh bien ça peut arriver souvent que lorsqu'il est avec le père, il peut entendre facilement, une fois par week-end ou par quinzaine, lorsqu'il va le voir, un mot négatif par rapport à sa mère. Ce que le père doit savoir, c'est que son ex-femme n'est plus sa femme, mais elle est toujours la mère de son enfant. Pour l'enfant, elle est toujours sa mère. Et donc, ça ne rend pas service à l'enfant de faire une remarque sur cet être-là en tant que femme, parce qu'il a plusieurs casquettes. Il a la casquette d'épouse, mais qui n'est plus, et celle de maman, qui l'est toujours. Pour l'enfant, il ne peut pas... il peut séparer en quelque sorte les choses. Et c'est malheureux que le père n'arrive pas à avoir un minimum de maturité qui le fait agir de cette manière-là dans l'intérêt de son propre fils, ou de son propre fille, son propre enfant. Mais ceci aussi est valable de l'autre côté, du côté de la maman. Il m'est arrivé par exemple de voir une fois quelqu'un qui était divorcé, qui a l'apparence d'un pratiquant bien pratiquant, et qui accompagnait son fils qui venait de récupérer. Il était en train de l'aider à faire un devoir, etc. Et le petit, je ne sais pas ce qu'il lui a dit par rapport à sa maman. Il lui dit, écoute, je ne veux pas que tu me parles de ta maman. Je ne veux pas entendre parler de son nom. Effectivement, qu'est-ce que ça va provoquer dans l'esprit de l'enfant, ce type de remarque? Qu'est-ce que ça peut provoquer? C'est simple. Celui qui dit ça, il imagine qu'il se trouve à discuter avec quelqu'un, quel qu'il soit, dans la rue ou au travail, et qu'il lui insulte son père à lui. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va pas c'est pas qu'il va pas accepter. Il peut se trouver perdre la tête parce qu'on l'a touché dans sa pupille en quelque sorte. On l'a touché dans un point sensible. Eh bien, le petit, il vit la situation de la même manière. Il vit la même situation. Donc, malheureusement, des fois, ces situations de tension et de séparation rendent aveugles certains parents et les rendent aveugles par rapport surtout à l'intérêt de leurs propres enfants, et qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent continuer même après le divorce, après avoir détruit le couple, ils continuent à détruire l'enfant. Et quelqu'un qui vit ce tiraillement-là une fois, 2 fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est très probable que quand il grandit plus tard, il ne peut pas être quelqu'un d'équilibré dans sa tête. Il a accumulé, encaissé des choses qui sont au-delà de ses capacités de supporter. Et le comble, c'est que l'enfant se trouve dans une situation où il ne peut rien dire. Il est acteur passif et non actif. Effectivement, les parents s'opposent à travers lui et lui ne peut rien faire. Vous savez, subhanallah, je sens que ça ressemble, cette situation, à quoi? À ce que c'est comme s'il reçoit des gifles et il ne peut même pas crier. Il n'a pas le droit de dire « j'ai mal ». Parce qu'il ne peut pas le dire à son père. Parce que s'il fait la moindre réflexion, eh bien, il va recevoir encore, il va regretter d'avoir dit quoi que ce soit. Et pareil aussi s'il le fait vis-à-vis de sa mère. Et donc, celui, comme j'ai dit, qui vit ça, qui vit une séparation, il a intérêt, dans ce bas monde par rapport à ses enfants, s'il a des enfants, et il a intérêt aussi auprès de Dieu de
d'être digne. Oui. Dieu a voulu, les choses sont allées dans ce sens-là, que ça n'aboutisse pas, que ça se termine comme ça. J'espère que Dieu me compense ça. Et c'est tout. Et je tourne la page. Oui. Surtout que tout ce que je vais dire, tout ce que je peux avoir ou faire comme réflexion, eh bien, il sert absolument à rien. Oui. Et surtout à rien de positif. Il va faire malheureusement des dégâts, mais il ne sert à rien de Mais positif. il ne va rien amener. Effectivement, Voilà. non. Peut-être un autre problème à aborder dans cette ligne-là, dans cette ligne de la séparation et comment gérer l'après-séparation par rapport à l'enfant. Parfois, dans certaines situations, il arrive que l'enfant ait tendance à faire une sorte de surenchère affective entre le père et la mère, c'est-à-dire qu'il va chercher à les mettre en compétition pour tirer le mieux, le meilleur de ce qu'il peut des deux en fait. Comment éviter cette situation? Aussi avec une attitude de maturité d'esprit de la part des parents. C'est-à-dire que quand inconsciemment les parents se mettent dans une sorte de compétition à distance, chacun veut faire un peu plus, eh bien ça va se sentir par ce petit détecteur et il va jouer dessus. Et il ne va rien gagner, surtout de durable. Parce que le plus important que cette course-là, dans laquelle on essaie d'acheter en quelque sorte la fidélité de l'enfant, en le gâtant, en lui donnant, en essayant de le combler en quelque chose, de lui donner du matériel, des parents conscients des vrais besoins de leur enfant, eh bien, ils savent bien qu'il a besoin de l'essentiel matériel qui lui est garanti, mais ce dont il a besoin surtout, c'est d'avoir de bons repères dans la vie pour continuer sa vie d'une manière équilibrée. Eh bien, leur rôle, c'est de continuer à lui donner ça. Même à distance, ils sont séparés, chacun doit faire de son mieux pour lui apprendre ce qui peut lui être utile. Et donc, si le papa, par exemple, reçoit une réflexion de la part de l'enfant lui disant que oui, ma mère m'a acheté ceci ou cela, s'il le dit, l'enfant, il ne le dit que lorsqu'il sent que le père veut faire plus, parce qu'il lui a fait plus à un moment donné, il a compris le message. Oui. Peut-être que le père veut transmettre, c'est comme s'il veut le ramener vers lui. Or, le mieux, c'est de dire à l'enfant que ta mère, elle est ta mère et je suis ton père et qu'il n'y a pas de... Il ne le dit pas peut-être nécessairement comme ça. Il n'y a pas une course. En tout cas, ta mère t'a acheté ça, alhamdoulilah. Moi, je t'achèterai autre chose. Quand tu as besoin, dis-moi, mais je t'achèterai autre chose. Tu as maintenant, ta mère t'a acheté. Et au lieu de rentrer dans cette logique de surenchère, voilà, on reste comme si on était encore mariés, sans avoir contact, les adultes entre eux. Mais surtout pour l'enfant, il comprend qu'il n'y a pas... il n'y a pas quelque chose à tirer de cette... il n'y a pas de profil. Voilà, il ne peut pas. Et surtout, c'est mieux, pour l'enfant, c'est mieux qu'il reçoive des réflexions qui l'aident, en tout cas, dans son équilibre psychique, et qui ne renforcent pas en lui des sentiments négatifs, presque de chantage. Oui. Celui qui exerce un chantage, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un état d'esprit positif. Il est en train de marchander. De manipuler. Et donc de zigzaguer. Il n'est pas dans une transparence, il n'est pas dans une complémentarité. Il est dans une opposition sur laquelle il essaie de surfer, de jouer, etc. Et c'est bien de développer plutôt un autre état d'esprit chez l'enfant que celui-là.
D'accord. Merci pour ces conseils. Une autre question qui me vient à l'esprit par rapport à cette thématique de la séparation et du divorce. Donc, on a vu une vie de couple qui se termine, on essaie de prendre soin de l'enfant et de son intérêt avant tout, et puis il arrive un peu plus tard que l'un ou l'autre, le père ou la mère, se remarient, refondent une famille. Comment gérer cette transition avec l'enfant issu du premier couple? Alors, de la manière la plus simple, la plus naturelle possible, parce que c'est quelque chose qui peut se produire, qui va se produire. Alors, c'est aux deux parents d'aider l'enfant à vivre normalement avec ça, même si je sais que là, il y a un effort, un grand effort à faire, et notamment de la part de la mère, qui peut, en tout cas, elle ne va pas apprécier trop peut-être, ou en tout cas, elle vivra peut-être pas forcément positivement cette situation. Malgré ça, elle doit prendre sur elle pour éviter justement de tenir ses propos négatifs derrière le dos du mari, parce que elle va parler à la fois tantôt du père de son enfant, de la femme, de son ex-mari, etc. Et donc, elle a intérêt à tenir plutôt un propos positif. Pour le père également, lui, il aura à faire un double jeu ou un double effort. L'un vis-à-vis de son fils pour lui dire que voilà, je me suis remarié, donc quand tu viens, il y a quelqu'un, c'est pas ta maman, mais c'est comme ta maman, c'est comme, considère-la comme ta tante. Oui. Et c'est tout, mais c'est pas ta maman, mais c'est pas une personne étrangère également, et tu verras. Le deuxième sens de l'effort que le mari aura à faire, c'est vis-à-vis de sa nouvelle femme, justement. Il doit lui expliquer et l'aider à ce qu'elle puisse gérer ou établir des relations correctes et qu'elle ne prenne pas à la lettre et au sérieux certaines réactions d'un enfant qui malheureusement, dans un premier temps, peuvent être crispées. Elle n'a pas à réagir à se crisper elle-même. Elle aussi, oui. Donc effectivement, continuer à dialoguer avec l'enfant principalement, à lui expliquer, à essayer de rechercher son meilleur intérêt. Donc voilà un peu on va dire, les lignes directrices à suivre en cas de séparation et pour préserver le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. Je vous remercie de nous avoir un peu éclairés à ce sujet. J'espère vous revoir très bientôt dans un prochain épisode.